Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur le grand rendez-vous pour ne rien rater du débat. Ici on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités. Ça, vous le savez, au sommaire ce soir, une question de société. Oui, elles sont pratiquement là, les fêtes de fin d'année. Certainement que vous y pensez déjà dans vos plans, achat, approvisionnement, ravitaillement. Les offres de produits se font déjà, mais qu'aurez-vous besoin pour le festin? Sur les étalages, dans les magasins et les boutiques, tout n'est pas sain. Et ça, vous le savez, période de fin d'année, moment propice au vice et à la mauvaise foi, notre descente sur le marché de la consommation dans ce grand rendez-vous. Bienvenue si vous nous rejoignez, merci de très bien vous installer à suivre dans un instant les constats et interpellations de notre éditorialiste Omar Salouf nous propose ce soir du périmé au festin. À sa suite, vous aurez le point de vue de nos analystes en plateau et déjà très bien installés. On va commencer d'ailleurs par les présenter. Roland Laurent Toniques, bonsoir. Christian, je vais dire bonsoir, bonsoir aux amis téléspectateurs. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur le grand rendez-vous. Je rappelle que vous êtes journaliste. Vous êtes également analyste politique. Merci d'être avec nous, Henri Yambonnet. Bonsoir Christian. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Voilà, merci beaucoup, journaliste, analyste. Vous nous venez de Radio Tado FM. Bonsoir, Landry Adelacon. Bonsoir Christian, bonsoir chers téléspectateurs et bonsoir également chers companélistes. Voilà, la société civile, spécialiste des droits humains et de la démocratie. Et puis notre éditorialiste que nous présentons, Omar Salouf, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. Et je vous reviens dans un tout petit instant puisque dans une quarantaine de minutes, nous allons prendre le rendez-vous avec notre expert Ambroise Maotondi. Il appréciera la situation du marché en période de fin d'année. L'économiste de formation nous dira ce qui explique le comportement des commerçants quand ils voient venir les fêtes. Et puis, elles prétendent défendre les droits des consommateurs. À quoi se résument leurs actions? Comment perçoivent-ils le fonctionnement du marché et de quels moyens disposent nos associations de défense des droits des consommateurs face à la surenchère et à l'écoulement des denrées impropres à la consommation dans la masse? En toute franchise, on recevra ce soir Herman Metton, il est responsable de l'association Bénin Conso et Droits de l'Homme. Merci d'être avec nous, c'est le grand rendez-vous et tout de suite le débat. Pour planter le décor, nous donnons la parole à notre éditorialiste Omar Salouf. Oui, pour vous, il y aura du périmé au festin dans ce qui vient au mois de décembre. Oui Christian, c'est la fin d'année et sur le marché de la consommation, les offres sont variées. Les prix de certains produits flambent d'une part et d'autre part, les denrées avariées pardon. Et d'autre part, je disais, les denrées avariées et de basse qualité ornent les étalages pour finir dans les plats festifs à la Noël ou au Nouvel An. Oui, c'est le moment par excellence de la surenchère, mais c'est aussi la belle période de la vente des produits périmés et de qualité douteuse, car le consommateur tient à s'offrir des moments de fête en famille, malgré la morosité ambiante. Les commerçants véreux en profitent pour écouler leur stock pourri au détriment de la santé de la grande masse. Ça se passe sous le regard complice et coupable des structures du ministère du Commerce chargées du contrôle de la qualité des produits de consommation, est-on tenté de dire, car les actions de cette direction d'État sont très peu perceptibles, ou du moins, elles ne sont constatées que de façon éparse à l'approche des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Modification des dates de péremption, conditionnement des produits dans des emballages toxiques, stockage et reconditionnement dans des conditions sanitaires non recommandées, modification des poids des produits, surenchère sur certains produits au vu de la demande croissante. Voilà une liste non exhaustive d'astuces utilisées par certains commerçants pour tromper la vigilance des consommateurs. Mais les associations de défense des consommateurs existent-elles toujours? Quel est le mécanisme mis en place
par ces organisations de la société civile pour assurer une veille citoyenne efficace dans les marchés, boutiques et supermarchés. Les directions centrales et déconcentrées concernées des ministères de la Santé et du Commerce sont-elles opérationnelles au quotidien? Il se pose un véritable problème de santé publique qui interpelle l'État central, les organisations de veille citoyenne, mais aussi le consommateur, le citoyen, qui doit veiller sur lui-même. Il est vrai que la situation économique n'est pas favorable pour le plus grand nombre, mais il n'est pas opportun de s'offrir des ennuis de santé en se procurant des denrées alimentaires de mauvaise qualité. Quand c'est trop moins cher, la qualité est moindre et la santé est exposée à des risques parfois irréversibles. C'est cela que doit s'intégrer chaque citoyen afin de se prémunir et dénoncer au besoin. Merci beaucoup, merci à vous Omar Salouf. Est-ce que vous vous retrouvez, cher monsieur, en plateau dans cet éditorial de Omar Salouf? Je vais commencer par vous, Landry Adelacombe, les constats relevés dans son texte. Je me retrouve pleinement dans les constats qui ont été relevés par notre cher ami Omar. Lorsque nous sommes à l'approche des fêtes, c'est de façon générale les constats que nous faisons. Les constats que nous faisons, c'est qu'on veut essayer d'écouler rapidement certains produits, on veut essayer de se faire de l'économie sur certains produits et cela amène à mettre sur le marché des produits de faible qualité ou carrément des produits périmés, comme on le dit de façon vulgaire. Et face à cela, nous sommes confrontés au déficit d'information des consommateurs que nous sommes et que ceux qui nous suivent également sont, ce qui fait qu'on n'a pas nécessairement les habitudes ou les outils qu'il faut pour pouvoir identifier le bon grain de livret. Alors, dans cette perspective-là, on va avoir des gens qui vont se payer eux-mêmes des problèmes de santé. C'est-à-dire, vous sortez votre argent de votre poche pour aller acheter quelque chose qui, en réalité, constitue un danger pour vous et pour votre famille. Or, et avec la morosité ambiante, ce que nous cherchons tous aujourd'hui, c'est des choses qui sont un peu moins chères. Vous savez que nous sommes dans une situation de précarité économique. Il parlait tantôt de morosité. Oui, c'est ça. Donc, avec ça, on aime plus. Et quand c'est moins cher, c'est bon. Mais oubliant que quand c'est moins cher, comme il l'a dit, et voilà, la santé peut quand même en partie. Donc, je partage pleinement. Laurent, je crois que Oumar a décrit la réalité de ce que nous vivons à l'approche de chaque fin d'année. Vous savez, les commerçants, il y en a qui sont véreux, il y en a qui sont en tout cas vertueux. Hein. Bon, mais sauf que de vertu, il n'y en a pas beaucoup sous nos cieux, malheureusement. La grande partie, que ce soit en période de fête ou au cours de l'année, la plus grande partie, ils sont des gens assez véreux. Et donc, dans cette réalité, à la fin de l'année, ça devient moins cher, liquidation un peu partout, Jack Banjo, comme on aime bien l'entendre. Oui, avec la clochette. Allez au marché d'Antopa, j'y étais hier, j'ai vu un peu Jack Banjo. Et c'est moins cher, les conserves, les boissons en canette ou en plastique et autres, là, on ne connaît même pas l'origine. Et puis après, regardez même les dates de péremption, il y a un problème véritable qui se pose. Et aujourd'hui, personne ne s'inquiète. En fait, depuis des années, parfois on dénonce, mais les structures en charge du contrôle, en réalité, le ministère de l'Industrie et du Commerce, je me pose la question de savoir quel est leur travail. On se pose la question, est-ce que le peuple les préoccupe véritablement? Parce qu'une chose est de dire, oui, nous travaillons, mais il y en a qui sont censés faire le contrôle, mais qui sont dans le bureau du matin jusqu'au soir, et c'est quand peut-être on dénonce, vous arrivez à dénoncer que vous avez arrêté telle personne, parce que vous allez le voir sur le terrain, et ils sortent des bureaux. Et donc, finalement, il y a un problème. Et puis, les associations de consommateurs. On a tellement d'associations de consommateurs. Vous en faites partie? Est-ce que vous faites partie d'une association de consommateurs? Non, je n'en fais pas partie, justement. Et parce que si je faisais partie des associations de consommateurs, il y a longtemps que j'allais même régler certaines choses. Moi, j'ai mené... Non, justement, j'ai mené une enquête, j'ai commencé à mener une enquête, et c'est un béninois qui m'a menacé, j'ai dû laisser. Parce que je me suis référé à la situation de l'Union sociale qui a dénoncé une fraude fiscale avec une structure au Bénin ici. J'étais allé même dans un supermarché où j'ai vu un produit où on a reconditionné, on a réimprimé la date de péremption. Quand j'ai interpellé le promoteur de ce supermarché, automatiquement, il m'a fait rentrer dans son bureau. Je lui ai dit, il a commencé par fumer, vous allez comprendre qu'il avait peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un Béninois compatriote qui est venu me voir.
et qui m'a menacé. Mais quand je sais que l'Union sociale n'avait rien fait de mauvais, mais il a connu des déboires, écoutez, je n'ai personne. Dans cette commission, on fait quoi? Même si. Dans une association de consommateurs. Peut-être que. En tout cas, les associations de consommateurs vont. Tout à l'heure. Non, mais pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons un problème sérieux de santé publique. Cette question de je ne sais quoi, cancer, je ne sais quoi, de confinement. Déjà, quand on parle de produits, les conserves, c'est déjà un problème de santé. Maintenant, c'est venir à expiration. Et là, on dit, on a mis dans la tête des Béninois que quand la date d'expiration arrive, qu'on peut encore utiliser ça pendant 3 mois. Et ça, c'est resté. C'est gâté. Autant qu'ils sont, que ce soit les bonnes dames du marché, que ce soit certains supermarchés, que ce soit les boutiques, eux tous sont complices de cette affaire. Justement, on parlait de date de péremption, mais est-ce que les Béninois ont la culture d'aller voir la date de péremption d'un produit qu'ils achètent? Non, avant de répondre à la question, j'observe que le roi a été complice d'une affaire parce que... on va faire son procès. Oui, on ne fait pas son procès, mais en tant que citoyen, il aurait dû prendre pas d'autre chemin pour s'aller sur ce promoteur-là, parce qu'un produit reconditionné, forcément, les années de santé, comme l'a dit Omar, vont s'installer. Maintenant... J'ai dénoncé quand même sur le plateau. Voilà, ok. Le ministère du Commerce était censé prendre la balle au bon et continuer son travail. Il ne l'a pas fait. Moi, je l'ai dit encore ce matin. Oui, vous ne parlez donc de la date de l'opération. Non, dans la culture béninoise, il est rare de voir sur 3 personnes une et demie prendre un produit et vérifier la date d'opération, parce que on n'a pas cette culture-là. Voilà. Et donc, forcément pour nous, on a aussi l'analphabétisme qui pèse beaucoup dans la balance. Voilà. Et donc, très souvent, on observe que on prend le produit et une fois, on voit que à l'œil nu, on voit que bon, ça n'a pas de déchets, on peut consommer. Et donc, c'est à cela on s'en tient. Maintenant, ceux qui sont un peu intellectuels observent ce principe-là en prenant le produit et en vérifiant si la date d'opération n'est pas arrivée déjà. Mais la chose, c'est que il y a eu falsification, comme l'a dit Omar tout à l'heure, de cette date d'opération. Parce que on veut forcément faire écouler le produit, donc on n'arrive pas de moyens pour l'orthodoxe arriver donc à changer la date d'opération pour permettre aux clients de prendre ça. Parce que peut-être dans le cercle des clients, il peut y avoir quelqu'un qui est plus avisé et viendrait peut-être vérifier la date d'opération. Donc pour ça, on falsifie. Et donc il faut dire que les cadres qui sont indiqués, je parle donc des cadres du ministère du Commerce qui sont indiqués, devraient déjà avoir donc des outils normalement scientifiques, numériques, pour vérifier si vraiment c'est cette date qui est la vérification, ça doit commencer par quoi? Est-ce qu'il y a une méthodologie qui est mise en place? Puisque nous savons que nous allons vers les périodes de fin d'année et qu'on doit forcément s'attendre à ce que les commerçants véreux, les gens, ces personnes animées de très mauvaise foi, écoulent des marchés sur le marché, des produits avariés, des produits périmés, des produits non conformes à la consommation. Mais nous connaissons les grands magasins qui sont installés, ces magasins qui sont les fournisseurs, qui les mettent à la disposition des semi-grossistes. En tout cas, on connaît un tant soit peu la chaîne qui amène jusqu'au dernier consommateur. Quel est le dispositif qui est mis en place pour vérifier tout ça? Est-ce qu'il y en a? Peut-être que oui, mais comment ça fonctionne? Je pense sincèrement qu'il n'y a pas d'équipe en place qui fasse ce travail. Ce que moi je recommande, c'est déjà quand le produit quitte le port autonome de Cotonou, on sait dans quel magasin ça va. Tout ce que vous avez comme supermarché ou bien les revendeuses dans le marché, on doit pouvoir établir une certaine traçabilité. De sorte que, au moins si par exemple, quand vous prenez l'exemple des grands magasins, s'il y a des corps de contrôle réguliers, c'est que déjà on sait où va le produit. Et on sait que ce produit est rentré dans le pays à telle date, et à telle date en temps normal, si ces produits se retrouvent encore dans les rayons, c'est qu'on doit enlever ça. Mais il n'y a pas eu ce dispositif en place. Et donc les gens surfent sur ça malheureusement. Vous avez parlé de falsification. Moi j'ai vu, ce que j'ai dit, des gens envoyés, c'est qu'ils prennent la gomme, ils effacent la date de péremption, parce qu'ils peuvent acheter l'appareil qui va mettre la date. Donc les éléments effacent avec la gomme, ils mettent une autre nouvelle date. S'ils n'effacent pas avec la gomme, ils ont une manière d'enlever l'étiquette. Non, il y a des dates qui sont imprimées directement avec ce qui sont écrites en réalité au noir là. Donc avec la gomme, ils effacent et puis ils impriment une autre date. Ou soit des étiquettes, ils changent carrément avec des autocollants réalisés sur place. Donc parce que
le ministère du Commerce aussi ne fait pas son travail de suivi de traçabilité des produits, ça continue. Donc je pense que les cadres que nous avons à ce niveau, nous avons tout le temps, en tout cas dans tous les départements du Bénin, les directions départementales, il y a des gens qui travaillent là. Je me pose la question de savoir quel est le travail qu'ils font régulièrement, la plupart du temps à être dans le bureau. Ils peuvent être sur le terrain pour contrôler ces produits-là, par exemple, faire des sorties inopinées, aller faire le contrôle, aller dans les rayons, comme les clients simplement, essayer de voir les dates et après, et sauver les populations. Mais malheureusement, ça continue, on dénonce, mais ça ne change. Vous allez vous prononcer. Il y avait une réaction qui venait de vous. Vous allez vous prononcer. Quand vous êtes opérateur économique, quand vous avez des magasins, vous êtes grossiste, comme on le dit très souvent, vous savez qu'il y a un arrêté qui pris donc au niveau du ministère du Commerce qui vous demande de signaler que vous faites de promotion. Puisque nous sommes en train de le faire. Vous voyez, on prend un produit B maintenant. Ce produit-là peut-être coûtait avant 500 francs, voilà. Mais pour la promotion, vous mettez 400 francs, d'accord? Peut-être ils mettent même 600 francs pour faire un bon chiffre d'affaires. Mais le ministère de l'arrêté demande que le grossiste, l'opérateur économique là, indique le prix avant et le prix pendant la promotion. Donc il y a ce tarifage qui est là, qui est une loi, qui est l'arrêté, qui permet même de contrôler. Ça c'est un premier temps. Mais second comportement que normalement les cadres techniques doivent avoir, c'est peut-être de faire des descentes comme l'a dit, souhaité Laurent, et également s'habiller comme des gens ordinaires, aller dans le marché acheter, par exemple au niveau du marché d'Atokpa, ça a commencé déjà. Et Bani là, c'est pas des produits qui sont propres à la consommation, c'est des produits qui, quand vous prenez, c'est que 2-3 jours après c'est le sujet général que vous attrapez. Donc moi je pense qu'il faut plus, mais normalement les cadres techniques, les cadres au niveau du ministère du Commerce ne devraient pas rester dans le bureau. Pour moi, ils ne devraient pas rester dans le bureau, ils doivent être tout le temps sur le terrain, dans le marché, dans le bureau de commerce, dans les magasins, vérifier. Mais qu'est-ce qu'il faut? Bon, peut-être que... Je pense que normalement, quand vous allez acheter du banjo au marché d'Antokpa et que vous voyez que le produit est un produit avarié normalement, on doit interpeller celle qui vend et qui doit nous indiquer celle qui lui a vendu le produit. On remonte la chaîne. On remonte la chaîne. Mais le plus souvent, les gens dénoncent, mais dans l'évolution, la chaîne est brisée quelque part. On ne voit jamais la source véritable. Il faut quelqu'un pour couper la chaîne. Il faut quelqu'un plus osé pour dire non, on va finir. On vous écoute, Omar Salouf. En réalité, nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Il faut faire attention à nous-mêmes. Oui, il faut qu'on fasse attention à nous-mêmes. Si on doit compter sur les directions techniques, les directions déconcentrées, on ne va pas s'en sortir. Puisqu'ils sont là, elles sont là, ces directions-là, mais elles n'apportent rien pratiquement. Ce n'est qu'à l'approche des fêtes qu'elles sortent, que les gens sortent pour essayer, des sorties sporadiques, pour épingler une ou deux personnes, pour montrer que la veille est permanente sur le terrain. Les associations des consommateurs, il faut qu'on en parle aussi. Quelle est la veille citoyenne qui se fait? Imaginez... J'ai fait une question tout à l'heure à Laurent, cherchant à savoir s'il faisait partie d'une association de consommateurs. Si vous n'en faites pas partie, je peux les interpeller alors. Oui, puisque ça veut dire que c'est citoyen. Puisque je suis pour là, et je dois pouvoir le faire bien. Quand on prête serment, je le dis comme ça, pour faire quelque chose, on le fait bien. Ces associations de consommateurs, imaginez un commerçant, un grand consommateur, un grand commerçant, je vais y arriver. Le graisse les pâtes. Qui vient avec un produit, 1 million de pâtes alimentaires à écouler sur le marché, je dis de n'importe quoi, et que c'est en pérention proche, et que ce commerçant prend son téléphone et appelle un président d'association de consommateurs, et lui dit, tiens, j'ai 1 million de pâtes alimentaires à écouler en pérention proche, il faut que tu te taises parce que je dois faire les affaires. Et que quelques instants après, le monsieur reçoit un transfert monétaire. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est pas évident que ça se passe ainsi. Vous allez rester en plateau pour la suite de l'émission et celui que nous avons invité qui est là, se présentera face à vous et vous lui poserez les problèmes. Nous aurons du plaisir à parler avec lui. Il n'y a pas de souci. On aura beaucoup de plaisir à discuter avec lui. Et donc, dans ces conditions-là, je continue de dire que nous sommes livrés à nous-mêmes et il faudrait que nous multiplions, nous redoublons de vigilance. Les dates de péremption sont modifiées, les produits sont reconditionnés dans des sachets, dans des emballages, tout neuf.
Dans ces conditions, même quand on sait lire, on n'a pas la possibilité de savoir si le produit est reconditionné ou pas. Dans quelles conditions le reconditionnement a été fait? Dans quel magasin? Quelles ont été les conditions hygiéniques dans lesquelles cela a été fait? On ne connaît rien de tout ça. Et puis on mange, même si nous-mêmes, ici sur le plateau, on estime qu'on est assez grand ou bien assez intellectuel pour aller acheter des produits dans certaines catégories, mais on mange dans les restaurants, on mange dans les bars. Je laisse même chez les c'est parfois des poissons pourris, c'est la viande pourrie. Dans des restaurants insoupçonnés, ils peuvent aller prendre des choses périmées pour nous le servir dans un plat fumant, très bon à déguster. Pimenté. On ne sait pas d'où c'est venu. Pimenté. Et n'oubliez pas, on n'a pas idée du goût en rien de réel. C'est un véritable problème de santé publique qui concerne tout le monde, analphabète, riche ou pauvre. Vous jetez aussi la pierre aux associations de consommateurs. Bon, on va pas, non, nous on n'a pas jeté la pierre aux associations. On les a interpellés. Bon, en tout cas, vous les interpellez aussi? Je constate que Laurent et puis Omar sont des habitués parce qu'il dit tout à l'heure que quand on met assez de piment, on n'arrive pas à distinguer le goût. Donc, des habitués jettent la pierre, un griffe aux associations des consommateurs. J'estime qu'ils savent de quoi ils parlent. Je pense que le dit, ce n'est pas vouloir vilipender les associations de consommateurs, mais c'est retransmettre le ressenti de la plupart de nos compatriotes par rapport à ce que l'on constate comme étant le refus déguisé des associations de consommateurs de jouer leur rôle. Dans notre pays, lorsque vous êtes membre d'une corporation ou que vous décidez, comme il l'a dit, de défendre tel ou tel, très tôt les gens se retrouvent à travers vous. On adore les luttes par procuration. Donc très tôt, les gens sont assis dans leur maison et quand vous parlez, eux ils applaudissent. Vous faites tel, ils applaudissent, vous êtes bon. Donc vous pouvez ne pas aimer, mais c'est vous qui avez décidé être membre de telle association pour défendre. Par conséquent, vous devez tout faire et défendre et communiquer autour de vos actions pour que les gens sachent effectivement que vous défendez. Aujourd'hui, si vous me demandez de citer des associations de consommateurs, peut-être à peine je peux en citer deux, alors qu'on sait qu'il y en a une autre. Je ne vais pas en citer. Je sais que je peux en citer deux. Je connais deux associations que j'ai. Je connais au moins deux. Il y a Meton, il y a Combessi, il y a Baguidi. Je suis sûr. Il y a la voix des consommateurs, il y a pas de consommateurs. Moi je connais. Moi je connais. C'est ça, on connaît parce qu'il est dans la société civile. Il essaie de mieux que quiconque. Ça dépend du domaine d'intervention de chacun. Chacun a son rôle. Eux, leur rôle, c'est de défendre. Donc, s'ils ne le font pas, comment est-ce qu'on peut les connaître comme ça? Mais je connais au moins deux. Il y a M. Eman Meton, il y a Combessi et tout. Donc, je connais au moins les deux là. Mais je sais qu'il y a aussi une association Abdeco, bien quoi là. Bon, en tout cas, il y en a assez. Donc, vous vous rendez compte que les gens saisissent. Mais on ne voit rien, tout le monde se tait, et je pense que c'est congénital à toute la société civile. Donc tout le monde se tait, et on regarde, on observe, et quand il y a un petit truc qui suffit seulement de réagir, et vous voyez quelques-uns qui sortent, et qui dirigent sur l'association de consommateurs, allez lire. Lorsqu'une association de consommateurs au Bénin sort quelque chose, allez lire les commentaires. Oui. Les gens ne viennent pas pour les applaudir, c'est pour les insulter. Parce que dans l'opinion, on s'est dit que vous ne faites pas votre travail. C'est que vous êtes corrompu. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est la perception des citoyens. C'est que vous êtes corrompu, vous êtes là pour profiter des pauses, vous attendez les opportunités, vous ne le faites pas. Or, nous sommes dans un contexte où même nous, qui parlons français, on ne maîtrise pas les choses. Et il faut des gens du domaine comme les associations de consommateurs pour nous sensibiliser sur les réflexes à avoir. Combien parmi nous ici avons le réflexe de prendre un sachet de spaghetti, commencer par chercher la date alors que tu veux préparer quelque chose rapidement et venir par exemple sur ce plateau? On n'a pas ce temps-là. Et combien veulent savoir quel est le goût, si ce n'est que les deux experts qui savent les goûts originaux donc si nous déjà à ce niveau il y a ça et que nous savons que notre population en majorité dans la plupart des pays africains est analphabète, donc vous voyez qu'il y a un défi à faire. L'État, moi je suis d'accord que l'État dans nos pays, l'État carrément est un peu bon, en tout cas l'État n'a pas le temps. L'État n'a pas le temps des citoyens parce que l'État met les moyens à disposition. Non, je suis factuellement. Quand on crée des structures au niveau du ministère du Commerce pour vérifier tout ce qui est, en tout cas, aller sur le marché et faire des vérifications, c'est que l'État joue également son rôle. Mais ceux-là à qui on a confié cette mission, est-ce que ceux-là font véritablement le travail comme cela se doit? Et quand vous les interpellez, vous leur demandez de venir s'expliquer, il faut saisir le ministre par écrit d'abord. En fait, si vous ne
saisissez pas le ministre par écrit, vous ne pouvez pas avoir d'invités sur votre plateau. Apprenez à écrire au ministre, d'accord? Mais dans ce cas, je vous dis, l'État voit tous les jours des citoyens attacher des pâtes alimentaires dans du sachet ordinaire, vendre ça. L'État n'a pas réagi. Il y a un problème. Parce que la pâte alimentaire vient dans un emballage donné. Tout le monde connaît comment ça se présente. Mais allez à Topa, même dans Calavi ici, j'ai vu. Des gens, il y a des directions départementales ici quand même. Mais les gens attachent des pâtes alimentaires dans un sachet, ça se promène devant la maison, tout le monde voit ça, mais personne ne réagit. À Kassato, bon, arrive le directeur parce qu'il ne veut pas avoir de marché. Les pâtes alimentaires sont en sachet. Les produits congelés. Oui. Allez à Dantopa, vous allez constater que On fait des tas. de poulet, de cuisses, de cuisson, poissons. Et puis on en vend comme on fait. On ne réussit pas à écouler ça le jour. On vend ça. Le soir, là, on achète gaz, descend là-dessus, et le lendemain, on ramène ça. Non, c'est de la réalité. Je disais que les deux là sont des experts. C'est la réalité. D'accord, je vais vous applaudir. Vous savez, souvent, les descentes à Topa, et je constate. On constate. Allez souvent à Dantopa, vous comprenez. Quand au bord de la route, vers Mokas, vous avez, chaque soir, les bonnes dames viennent avec ce que vous décrivez là, pour exposer. Mais là, même avec la poussière. Écoutez, il y a quelque chose à relever. Vous voyez, quand on prend, avant 2016, les associations de consommateurs ont la main libre pour faire le travail convenablement. Là, personnellement, il y a oui, j'ai dit avant 2016. Mais Ils étaient beaucoup plus actifs, ils communiquaient beaucoup sur les actions. voilà. Mais après 2016, il y a eu que le gouvernement en place a indiqué que, puisqu'il y a le ministère du Commerce qui est là, qui doit faire le travail normalement, il faut que le ministère du Travail prenne le devoir des choses. Et c'est ça. Et donc, pour ça, à un moment donné, je crois qu'ils ont été relégués au second plan. C'est pour ça que, pour moi, pour ce que je connais, ils ne font pas, ils sont plus actifs que Non, parce que pour ils sont allés en association. Oui, justement. Donc, même si l'État prend le devant, ils sont censés jouer leur rôle. Vous savez que les institutions Il y a un problème ministère et je un peu vous tenser pour demander qui êtes-vous pour venir m'interpeller sur par rapport à tel produit. Parce que peut-être il n'y a pas cette information, vous n'avez pas un cadre juridique qui vous le demande. Il n'y a que vous avez fait Est-ce qu'ils donnent le cadre juridique Même pour faire la sensibilisation, il faut encore attendre. la sensibilisation, c'est pas la même chose. Si vous avez tout sur le marché, vous prenez votre chronique, votre éditeur, vous allez au marché, vous prenez au parleur, vous pouvez parler, tout le monde va entendre. Personne ne dit rien. Même le jour que vous allez descendre et vous allez saisir peut-être un sachet de poulet. Les associations, c'est pas l'association. C'est ça. Il y a que ça bug aussi parfois. Oui, il y a ces associations qui ne font pas réellement leur travail comme cela se doit, mais il se fait que parfois ces associations font leur travail et il n'y a pas de continuité. Donc on ne va pas dire que l'État a pris la responsabilité de l'association. Non, c'est un faux débat. J'estime que c'est un faux débat. Il n'y a que qui doit faire le travail. Parce que la question que nous nous posons, c'est le cadre qui doit faire le travail normalement. Oui, mais ils sont secondés par les associations. Oui. D'accord. Mais les cadres du ministère, est-ce qu'ils descendent sur le terrain? Ils doivent, les associations de consommateurs dont vous parlez, ils pensent qu'ils peuvent avoir la même ligne pour aller dans les supermarchés, contrôler n'importe quoi dans les supermarchés. Moi, je voudrais qu'on fasse le contrôle. C'est là où vous semblez dédouaner les associations. Qui a du rôle régalien? La sensibilisation sur les réflexes à avoir. Est-ce que les associations ont besoin encore de l'autorisation du gouvernement avant de le faire? Je l'ai dit, c'est deux choses différentes. Oui, c'est vrai. S'il n'y a pas de mesures coercitives, nous sommes à la pause de fin d'année actuellement. Enfin, ici, il y a quand même eu des mesures. Il y a quand même des mesures coercitives. La fermeture, la mise sous scellé de certaines boutiques. Ça arrive.
On sait qu'au marché d'Antokpa, il y a des conditionnements de poulet à lait libre qui sont vendus. On sait que les spaghettis sont mis dans les sachets ordinaires pour être vendus. On sait que des produits périmés sont vendus. Une association de consommateurs relève ces cas, saisit les directions compétentes, communique dessus et parle au nom de tous les consommateurs pour attirer davantage l'attention de cette direction et de ce ministère-là pour dire devant le peuple que tel constat a été fait et que les saisines officielles ont été faites. Mais et d'ailleurs, si vous voyez un pays dans tel marché, faites attention aux produits. C'est ça, c'est pas méchant. Quand je dis, c'est vraiment le riz là, qui est conditionné dans tel emballage, fait au Bénin, ce riz-là n'est pas de bonne qualité. Qui disent, nous avons les preuves que le riz que les gens vous vendent là, les pâtes alimentaires que les gens vous vendent là, les tomates en bois qu'ils vous vendent là, ce n'est pas la meilleure qualité. Parce que ça vient de tel, et voilà comment ça a été conditionné. C'est pas sorcier ça. Aucun État ne devrait en réalité poursuivre les associations pour avoir fait ce travail. Parce qu'il faut parler de l'utilité publique quand même. Et disponible pour confirmer le fait est que ces commerçants ont souvent les bras trop long et que, comme l'a dit Laurent, la chaîne est court-circuitée à un certain moment et puis personne n'en parle. Vous pensez que le cas de Bruxelles ne va pas dans ce passe, voyant les tas de cuisses de poulet, Jésus, ils le voient régulièrement. Personne n'interpelle. Et ils sont tout le temps marché, ils voient des boissons en plastique en canette dans des petites bassines là, sur la tête des gens. En réalité, c'est un cas de et la plupart du temps, on vous dit que ça devient. Sachant que c'est d'origine douteuse, toute la grande partie qui vient du Nigeria. Allez au Ghana, par exemple, pour consommer même de l'eau simple, il y a leur marque d'homologation là-dessus. Mais au Nigeria, tout quitte là-bas pour venir au Bénin. Et on voit Sprite, bon, je ne vais pas citer, mais les boissons sucrées. Beaucoup de boissons sucrées. Il y a encore jamais vu. On ne peut pas dire exactement dans quelle industrie ça a été fait, au Nigeria. Et pourtant, on a des ministères du commerce dans le pays. Nous sommes dans le tournant qui nous mène vers les fêtes. Et certainement que vous l'avez déjà constaté, ça a commencé les liquidations, ça a commencé également la surenchère. À côté des liquidations, il y a également la surenchère. Alors quelle est la différence? Je ne comprends pas. Liquidation à côté, surenchère de l'autre, ça dépend du produit, c'est ça? Liquidation, surenchère pour des produits qui sont suffisamment demandés. Vous prenez par exemple notre cassoulet national quand même. Quand vous demandez, vous allez sur le marché, c'est la surenchère. Parce que les gens savent que le jour là, tout au moins une fois par an, oui, on va manger. Et puis après ça, on veut les boissons dans les grands bidons là, parce qu'il y a la demande est forte. Et puis les quelques boissons que vous connaissez, la demande est forte, on fait la surenchère. On ne connaît pas. À ce niveau, il y a la surenchère. Seulement que des produits simples que vous connaissez, les boissons sucrées dans les petites canettes, petits flacons plastiques là, oui, ça, la demande n'est pas pour autant forte. Et on dit, bon, à ton pont, à ton pont, et puis avec les pochettes tout le temps. Et puis, malheureusement, Henri et moi, marché, on va acheter parce que la question de l'heurosité, on dit, bon, si on achète 5 là, on a 4 enfants à la maison, 5 enfants. C'est beaucoup de calculs, on tombe dedans. Alors, c'est le tournant, on fait comment? Oui, mais il faut faire attention à soi-même. Même s'il y a morosité, faites attention à vous-même, parce que l'État ne fera pas de miracle à votre place. C'est vous-même qui faites attention d'abord. Si vous pensez que ces trucs-là sont considérés des menaces pour votre santé, allez prendre du chapalo le jour de l'an avec vos enfants et allez dormir en paix. Plutôt que de prendre et que le lendemain matin, vous allez courir à l'hôpital. Justement, le cas des liqueurs frelatées. On dénonce aussi la Sobradja, société de Paris Adja, qui produit tout aujourd'hui, du champagne, du vin, tout sur le marché. Tout simplement. C'est pour vous dire, déjà même, regardez, même si au plan local, le ministère est capable
de démanteler cette société de brasserie. C'est quand même un problème. Tout le monde est conscient et tout le monde est unanime sur le fait qu'il y a une société qui s'appelle Sobradia au Bénin, qui produit tout. Mais on a l'information, qui produit tout. C'est une question de ces contrebandiers, de ceux-là qui font de la contrefaçon, qui transforment tout au plan local. Au plan local. Et l'État gendarme que nous avons aujourd'hui est incapable jusqu'à l'heure où je vous parle de démanteler ça. Il y a quand même eu des actions. Il y a des actions qui sont menées. Jusque-là, sauf que aujourd'hui, si vous achetez les liqueurs aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr de savoir si c'est de la meilleure qualité. Oui. Je voudrais juste inviter chacun de nous à davantage prioriser sa vie et sa santé, parce que nous avons constaté, nous l'avons dit, que l'État est totalement défaillant quand il s'agit de la protection des individus en termes de sécurité sanitaire et aussi de tout ce qui nous arrive. Alors, je pense qu'en attendant que les associations de consommateurs arrivent à retrouver leur lettre de noblesse, si entre-temps elles ne sont pas en train de trop dormir, et nous allons prier pour que l'Esprit Saint puisse éclairer ceux-là qui adorent les nouveaux et qui sont venus à la providence. Malheureusement, quand face à une situation comme ça, vous ne pouvez rien, on ne peut que remettre à Dieu. C'est ça notre réalité, n'est-ce pas? Donc nous remettons à Dieu en attendant. Nous réagissent pour nous satisfaire. Ah oui. Également. C'est très important. De travailler pour vous. C'est très important. Parce qu'on a encore du temps, on a en novembre, donc novembre, décembre, pour que les cadres techniques du ministère du Commerce descendent dans les marchés, également pour commencer le contrôle. L'autre chose, c'est qu'il faut que l'État et la police sanitaire également, qui doit faire un travail énorme en descendant sur le marché, mais en s'appuyant toujours. Est-ce que la police sanitaire existe encore? Je vois souvent des gens habillés d'une certaine façon qui se mettent dans nos rues. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas si c'est la façon. Il faut que chacun arrive à. Si on n'est pas habile pour observer la date d'opération, il faut se faire aider par quelqu'un pour ne pas s'acheter. Il faudra alors accompagner nos mères au marché. Ah oui, ceux-là qui ne savent pas lire, nos frères qui ne savent pas lire. Nous avons pour quelque chose, une solution terre à terre. Ici, vous voyez qu'au soir même des fêtes de fin d'année, vous allez vous acheter des maladies, pourquoi ne pas tourner vers le chapano ou bien le Bissap. Bissap est tranquille, Coca-Cola fait continuer. Clécy. Végétal. Oui, ça marche. Oui. Bon, je dirais oui, il faut s'en remettre à la providence divine et prier pour que des choses insoupçonnées ne se retrouvent pas dans nos plats, parce qu'on a beau être intellectuel, on a beau être vigilant, on ne sait pas comment ça a été reconditionné, on ne sait même pas si ça a été reconditionné ou pas, on ne sait pas comment ça a transité, les conditions de stockage, on ne sait rien de tout ça. On va acheter dans les restaurants, on va manger dans les restaurants, on ne sait rien de rien. Donc on s'en remet donc à la providence divine. On prie pour que notre malheur ne passe pas par là. Mais on reste tout de même vigilant et nos efforts, c'est de vérifier les dates de péremption, c'est de savoir ce que des canettes, des bouteilles plastiques exposées au soleil ne sont plus bons pour la consommation. Voilà. On va dire merci à RLT, Roland Laurent Tony Kess, pour le débat de ce soir. On va dire également un grand merci à vous, Henri Abodé, pour le débat de ce soir. Je vous garde, vous restez avec nous pour la suite du plateau, vous également, puisque nous allons recevoir dans un instant Herman Metton en plateau pour revenir un peu sur le rôle que jouent les associations de consommateurs, surtout dans le contrôle, dans la vérification, dans la dénonciation des comportements véreux sur le marché de la consommation. Mais bien avant, parole à un expert, Ambroise Maoutondi. Il va apprécier la situation sur nos marchés, surtout en cette période de fin d'année. Il est économiste, il nous dira ce qui explique le comportement de ces commerçants quand il s'agit de période de fête. Restez avec nous, le grand rendez-vous se poursuit.
Dans cette partie de notre rendez-vous de ce soir, eh bien, nous donnerons la parole à un expert, nous donnerons également la parole à un responsable d'association de consommateurs et nous ferons la discussion en plateau avec nos deux débatteurs qui sont restés en place. Mais avant, place à l'éclairage de notre expert Ambroise Maotondi. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Adandédian. Merci d'être là, bienvenue. Bonsoir également, puisque à vos côtés, nous avons Herman Metton. Bonsoir, M. Christian Adandédian. Bienvenue. Vous êtes responsable de l'association Bénin Conso et Droits de l'Homme. On sera avec vous dans un instant. Mais avant, quelques points d'éclairage avec notre expert en plateau, M. Ambroise Maotondi. Faut-il s'inquiéter en cette période de fin d'année quand il s'agit de faire des achats dans les marchés? Oui, c'est clair qu'il faut s'inquiéter. Et je vais juste ajouter en fait qu'il faut toujours s'inquiéter quand les fêtes approchent. Parce qu'en réalité, généralement, il est difficile qu'il y ait réellement fête sans flamber des prix. En fait, c'est vrai, il y a plusieurs raisons qui expliquent cela, peut-être des raisons vraiment tangibles. Les mécanismes de production, d'approvisionnement, la logistique et un ensemble de choses. Mais ce qui se passe généralement à l'approche des fêtes, c'est qu'il faut souligner que nous nous retrouvons en fait dans une situation où la demande augmente de façon considérable. Et les périodes de fête, en fait, en réalité, ce sont les périodes où le niveau de consommation généralement est le plus élevé. Donc on note un pic considérable. Et quand la demande arrive à un niveau où l'offre peut-être forcément n'arrive pas à compenser, on se retrouve dans une situation d'inflation sur les marchés. Donc je crois que c'est essentiellement ça. Mais au-delà de cela, il faut également souligner un peu l'opportunisme en fait des vendeurs, des producteurs, des commerçants, parce que la période de fête, c'est une opportunité à saisir. Et quand il faut saisir cette opportunité, en fait, on est prêt à tout, augmenter légèrement les prix ou augmenter les prix de façon considérable pour saisir cette opportunité-là. Donc il y a un comportement spéculatif en fait des producteurs et des commerçants sur le marché qui d'une manière ou d'une autre constitue en fait l'élément moteur qui explique l'inflation en période de fête. L'année prochaine peut-être nous serons ici pour faire le même débat, mais il y aura forcément flambé des prix. Donc il y a les comportements spéculatifs, il y a une opportunité, donc il y a les comportements opportunistes et puis il y a l'offre grandissante en fait sur le bas. Et la demande plutôt, j'allais dire, la demande assez élevée sur les marchés qui explique en grande partie cette inflation, en dehors peut-être des autres causes tangibles, d'accord, qu'on pourrait peut-être éventuellement évoquer. Alors, vous parlez de comportement spéculatif, puisque la demande en cette période devient beaucoup plus souvent plus forte que l'offre. Mais à côté, est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme de régulation du marché pour que ce comportement spéculatif-là ne monte pas, ne grimpe pas et ne pénalise pas le consommateur, le dernier? Oui, tout à l'heure, j'ai parlé d'opportunisme en fait, parce que c'est inhérent en fait au mécanisme de marché en fait, parce que lorsque vous êtes dans un mécanisme d'offre et de demande, le producteur il a toujours tendance à tirer le drap de son côté, inévitablement. Donc il appartient peut-être au pouvoir public, d'accord, aux décideurs de faire en sorte que ce comportement spéculatif là soit le plus tempéré possible. Et là peut-être il faut peut-être d'une manière ou d'autre voir dans quelle mesure peut-être des mécanismes peuvent être mis en place pour que les marchés puissent fonctionner de façon la plus correcte possible. C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident parce que quand vous prenez le ministère du Commerce lui-même, la direction du commerce intérieur qui doit effectivement jouer ce rôle-là, il faut souligner qu'il n'est pas facile de couvrir tout le territoire. C'est pas forcément évident. Et les actions, je crois que ça a été souligné, effectivement, les actions ne sont pas très perceptibles et très visibles. Peut-être faudra, c'est l'occasion peut-être de demander que peut-être plus d'actions soient menées dans ce sens. Mais d'une manière ou d'une autre, si nous laissons le marché fonctionner librement, il sera toujours évident qu'en fait qu'on assistera à ces comportements spéculatifs-là, inévitablement. Alors, quand nous prenons le marché, il y a deux phénomènes qui frappent le consommateur. Déjà, vous venez de parler de l'inflation. De l'autre côté, nous avons la mauvaise foi de certains commerçants qui écoulent sur ce marché de la consommation-là des produits qui sont parfois impropres à la consommation. C'est toujours la recherche de l'intérêt qui pousse à cela. C'est clair, c'est la recherche de l'intérêt. Vous voyez, le commerçant, lui, en fait, son problème premier, c'est d'abord de maximiser son profit. Et tous les moyens sont bons pour y parvenir, même s'il faut rendre malade les populations. Vous voyez, c'est ça le problème essentiellement. C'est ça le problème aujourd'hui en fait. Les gens profitent pour écouler un peu de tout. Un peu de tout parce que les populations ont besoin d'acquérir ces biens-là. Et l'autre élément également, c'est que dès qu'on dit que le prix est bas, les gens d'une manière ou d'une autre se ruent
sur le produit, ils vont là où le prix est bas. On recherche forcément les prix les plus bas sur le marché. Et c'est pour cela, en fait, il faut demander aux gens peut-être de faire beaucoup plus attention. Lorsque le prix est trop bas, il faut vous inquiéter et vous dire, ah, attention, il doit forcément y avoir un problème. Et c'est dans ce sens-là, peut-être qu'il faut sensibiliser les populations. Un produit que vous avez l'habitude d'acheter à 1000 francs, subitement, vous le retrouvez à 500, on vous dit promotion. Promotion. Et tout le monde vient. En fait, en réalité, il y a un problème. C'est la recherche de ce qui est moins cher qui pousse également aussi nos populations à acheter des biens et services qui, en réalité, ne leur rendent pas du tout service. En fait, c'est ça. Donc ça, il sera difficile de mettre fin réellement à ce comportement-là. Ce sera vraiment très, très difficile parce que c'est un comportement propre. En fait, au mécanisme de marché, c'est un comportement propre à celui qui veut faire un maximum de profit. Il appartient donc aux populations d'être assez prudents et peut-être aux structures mises en place de jouer peut-être plus efficacement leur rôle. Ouais, donc c'est un peu ça ce que je peux dire. Alors, quelles peuvent être les conséquences pour le commerçant dans un premier cas et dans un second pour le consommateur? Donc, les conséquences pour le consommateur, c'est que premièrement, il a du mal à acquérir les biens et services et satisfaire l'ensemble des besoins qu'il avait prévu satisfaire en cette période de fête. Ça, c'est clair. Et c'est pour cela peut-être qu'il faut peut-être demander aux populations de faire l'effort peut-être d'acquérir les biens avant les périodes de pic total au niveau de l'année. Lorsque vous avez prévu acheter des jouets pour vos enfants, peut-être faire l'effort d'acheter ces jouets-là très tôt, peut-être début décembre, fin novembre, parcourir les marchés pour voir est-ce que je peux pas trouver des jouets. Vous avez prévu acheter des boissons, faites l'effort de les acheter un peu plus tôt. Ça vous évitera en fait de tomber dans le gouffre total de l'inflation au moment venu. Si vous voulez acheter un jouet à la veille de fête, soyez sûr que vous allez payer peut-être 2 fois plus que ce que vous allez payer, que ce que vous deviez en fait payer si vous avez pris le soin peut-être de faire vos achats un peu plus tôt. C'est la première chose. Et l'autre chose également peut-être c'est de souligner qu'il faut faire attention à ne pas trop aller vers les rayons promotion. En fait, le gros piège se trouve beaucoup plus là. Et les rayons spéciales fêtes également, parce que quand vous allez vers les rayons spéciales fêtes, ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'au niveau de ces rayons-là, les objets que vous y trouvez sont des objets complètement maquettés, décorés au prix pour la fête, et ça coûte un peu plus cher. Ça, on n'a pas tendance on ne le remarque pas suffisamment. Vous voyez, donc il faut plus aller vers des rayons ordinaires, et vous allez trouver tous les produits dont vous avez besoin. Donc les conséquences, c'est un peu ça, incapacité de pouvoir acquérir tout ce qu'on a l'habitude de vouloir acheter, tout ce que l'on voudrait peut-être acheter. Et l'autre chose également, c'est les maladies, parce que quand vous consommez des produits avariés pendant les fêtes et tout ça, naturellement les conséquences, peut-être c'est les maux de vente, c'est des problèmes, et sur le long terme, des problèmes encore plus sérieux et tout ça. Le consommateur, lui, globalement, le commerçant, j'allais dire, lui, globalement, c'est pas trop son problème, parce qu'il maximise son profit, et puis bon, après, la vie continue. C'est vrai que parfois, beaucoup se plaignent comme quoi ils n'arrivent pas à vendre parce que les prix sont élevés. C'est vrai également que, bon, pour certains produits, il faut avouer que les prix ne dépendent pas forcément de ces commerçants-là, en réalité. Donc, quand ils fixent le prix, ils se retrouvent dans une situation d'incapacité de baisser ces prix-là, et effectivement, ils ne vendent pas. Il y en a qui sont vraiment de bonne foi. Et ceux-là, réellement pleurnichent et disent, mais j'ai pas vendu du tout. Ça arrive. Mais pour les autres, le plus souvent, ils arrivent à tirer leur compte, et puis bon, la vie continue. Que le consommateur soit malade, que le consommateur n'arrive pas à satisfaire ses besoins, bon, c'est pas ça le plus important. C'est mettre quelques sous en poche, et puis bon, la fête a eu lieu, et puis c'est tout. À la tête de tout ceci, du consommateur, du client, du citoyen, et de notre côté du commerçant, nous avons l'État central qui veille à tout cela et qui régule. Quel doit être son rôle, ou quel rôle joue l'État de façon concrète en ces périodes? En fait, l'État a un grand rôle à jouer, et je crois qu'il le sait, il le sait. C'est-à-dire, il faut déjà commencer, parce que la fête déjà approche à grands pas. Il faudrait déjà que l'État commence par dépêcher en fait sur nos marchés des missions de contrôle de façon assez régulière, pour permettre en fait que les contrôles sur les marchés, c'est très dissuasif en fait. Vous voyez, quand on apprend rapidement ici que la boutique d'à côté a été fermée parce qu'il a pratiqué des prix très élevés ou parce qu'il a vendu des produits avariés, mais immédiatement l'information passe très rapidement et tous les autres commencent à s'ajuster de façon immédiate. Vous voyez un peu. Donc il est important que la direction du commerce intérieur déjà commence à déployer en fait ces missions-là sur nos marchés pour d'une manière ou d'une autre dissuader en fait les commerçants véreux qui n'ont d'autres objectifs
objectif que de pouvoir saisir toutes les opportunités, mais les saisir comment pendant cette période de fête-là. Je crois que c'est surtout ça. L'autre chose également, peut-être, c'est à l'État de faire attention à ce que tout ne rentre pas dans le pays. Parce que tout à l'heure, on a parlé de certains produits. Il y a certains produits qui sont très dangereux, qui quand même, on ne sait pas par où ça passe, mais passent par des voies plus ou moins légales et arrivent quand même à entrer dans le pays. Vous voyez, donc je ne vais pas citer peut-être des produits de façon particulière, mais il appartient à l'État d'être plus attentif au niveau de nos frontières et veiller à ce que tout ne rentre pas dans le pays. Je parlais des jouets, d'un ensemble de choses. Il y a des jouets qui sont même très dangereux pour les enfants. Oui. Donc il appartient à l'État de veiller à tout cela, et de veiller quand même à ce que les consommateurs puissent quand même fêter dans de très bonnes conditions. C'est surtout ça. Dans vos analyses, est-ce que vous avez un regard sur les associations de consommateurs? Est-ce que vous êtes informé de leur existence? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Les associations de consommateurs, d'ailleurs, comme dans tous les pays du monde, existent et font un travail remarquable. C'est vrai que dans le cas du Bénin, on ne les voit pas vraiment être très très actifs comme ils étaient auparavant, parce qu'il y a cela quelques années, on les entendait beaucoup plus. D'accord, mais je crois que le travail est beaucoup plus facile pour eux quand il s'agit de défendre une cause, je dirais une cause un peu, je dirais pas permanente ou pérenne, peut-être le mot n'est pas très approprié. Je prends un exemple pour mieux expliquer ce que je veux dire. Lorsque par exemple Move, MTN par exemple augmente les prix, c'est des structures qui sont en place, c'est facile pour eux d'agir, donc de saisir l'État, de militer pour que les prix au niveau de la communication et autres baissent. Mais quand il s'agit de périodes de fête comme ça, dans tout ce désordre-là, il n'est pas très facile pour eux réellement d'agir. Et puis leur action, je crois que leur action essentiellement se limite beaucoup plus au niveau de la sensibilisation, notamment. Pourquoi? Parce qu'en fait, de ce que je sais, il ne leur est pas trop permis d'agir de façon vraiment directe, d'accord, sur les producteurs, au niveau des producteurs, au niveau des commerçants. Ils n'ont pas peut-être le pouvoir d'action d'aller saisir des biens et tout ça. Il faut forcément qu'ils passent peut-être par l'État central avant d'agir. Donc cela, d'une manière ou d'une autre, limite un peu leurs actions sur le terrain. Mais déjà, s'ils peuvent mettre un accent peut-être essentiel sur la sensibilisation pour que les populations adoptent les bons comportements, ce serait déjà un très grand pas. Mais je pense que quels sont les moyens dont ils disposent? Je n'en sais pas grand-chose. Peut-être qu'ils n'ont pas trop les moyens pour agir et sensibiliser peut-être à tout vent. Je ne sais pas. Comme le président me est là, le président des associations. Vous restez avec nous, monsieur Ambroise Maotonji. C'était donc une passerelle pour aller à vous, Herman Metton. Une fois encore, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le président de l'association Bénin, Conso et Droits de l'Homme. Nous parlons de la consommation, du rôle que vous jouez sur le terrain. Les citoyens s'en remettent à vous, Herman Metton, à l'ensemble des associations de défense des droits des consommateurs, mais les citoyens ne vous sentent véritablement pas. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est comme cela? Non, ce n'est pas le cas. Et ce que vous venez de dire ne date pas d'aujourd'hui. Les associations de consommateurs ne font rien. Est-ce qu'elles existent vraiment? Il y en a de trop. Nous sommes habitués à ça. Et j'ai apprécié tout à l'heure quand vous posiez la question. Le premier plateau. Plateau, est-ce qu'ils sont membres? Tout commence par là. Je vais vous donner un petit exemple d'abord. En 2014, on a marché contre 2 réseaux GSM. On avait invité les gens, les consommateurs à venir. Quelqu'un t'a dit non, moi je vais au marché. Moi j'ai boulot, je n'ai pas le temps. Et on a marché de l'Étoile Rouge à la direction générale de Move et à la direction générale de MTN. Et je leur ai dit. Vous étiez combien finalement? Vous étiez nombreux? Non, pas du tout, une cinquantaine. On a battu le macadam, branchage à main, des pancartes en main pour dire notre ras-le-bol. S'il y avait du monde à l'époque, ça va davantage inquiéter les opérateurs GSM. Et je leur ai dit, lorsque les réseaux vont réduire les coûts de communication, de forfait et autres, là, ce ne sera pas seulement pour les numéros de Herman Metton, ce sera pour l'ensemble des consommateurs. C'est pour vous dire que les consommateurs ne se donnent pas réellement à la lutte. Ils pensent que ceux qui sont devant, oui, nous avons prêté serment, comme quelqu'un l'a dit, on a choisi de le faire, on va le faire, mais au prix de nombreux sacrifices. Et je leur ai dit, dans certains pays, peut-être 10 matchs aujourd'hui, on tue 2 dedans, c'est un exemple. Demain, vous allez voir 20. Après, demain, 30, 40. Mais tout le monde a peur. Je ne veux pas de problème. Ah, attention, toi, tu sais, regarde, pense à toi, à ta famille, à tes enfants. C'est ce qu'on entend régulièrement.
Mais pourtant, on le fait. S'il faut communiquer, on communique. Mais communiquer aujourd'hui avec quels moyens, M. Adanrédian? S'il faut appeler Canal 3, ORTB, TVC et autres, il n'y a que Canal 3, bien ORTB, on n'a pas de subvention. Et je vous ai dit tout à l'heure en offre, je crois, que du 11 au 15 passé, 15 novembre de ce mois, on a élaboré le code de la consommation. Bon, heureusement, le Conseil des ministres du mercredi dernier a milité pour ça. Et puis il y a l'autorité de la mise en consommation qui sera mise en place. Et c'est déjà une avancée pour ça. Ça va changer beaucoup de choses par rapport à tout ce qui rentre. Mais du 11 au 15, on a travaillé au ministère du Commerce. Herman, mettons, quitte Calavi pour le ministère du Commerce. 5 jours sans rien. Sans un franc, je vous dis. Vous avez bravé non, on ne pense pas à ça, mais ça ne nous a pas gênés. On continue avec les moyens que nous avons. Nous avons dit que nous communiquons, peut-être que ce n'est pas assez, parce que la communication a un coût. Monsieur Adanrédian, vous savez bien que la communication a un coût. Donc, lorsque vous communiquez, que vous informez, sur le problème du pain, par exemple, monsieur Adanrédian, quelle communication on n'a pas fait? Même dans ce studio-là, on en a beaucoup fait avec votre collègue André Doussa et autres, mais les gens continuent toujours de consommer du pain. Quel pain? Parce que tout à l'heure, vos collègues ont parlé de farine de blé qui est en vrac, qui est exposée. Ça, c'est encore, je peux appeler ça faute mineure. Parce que là, ça peut suivre encore une autre cuisson, aller dans le four, la chaleur, tout ça, là, le degré. Mais le pain que nous mangeons là, regardez comment c'est exposé. D'abord, les conditions dans lesquelles le pain est produit, sa commercialisation, sa distribution et sa consommation. Quand vous achetez directement à la bouche, on ne cesse d'en parler. De jour en jour, les gens réduisent le prix. Et dans toutes les rues, maintenant, c'est des vendeurs de pain que vous avez. Alors que les responsables même disent que le coût de la farine de blé est cher, que même 125 pour le poids de, je crois, 120 grammes. En tout cas, je ne maîtrise plus, je ne pourrais pas dire de n'importe quoi, que c'est peu, ils ne peuvent pas. Ils ont tempêté, le gouvernement n'a pas réagi. Et quelqu'un a dit ici, nous faisons de la gymnastique pour produire le pain, ce que le consommateur va manger là, on fait de la gymnastique avec ça. Et pourtant, tous les jours, maintenant, on a encore réduit ça à 100 francs dans les rues. Alors, en résumé, vous travaillez. On informe les consommateurs, mais parfois, devant certaines réalités, ils n'ont pas le réflexe, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. C'est un exemple basique que je vous donne par rapport au pain. Le sujet que nous abordons, oui, allez-y. Par rapport au pain, là, moi je voudrais souligner la question du bromax. Je ne sais pas si qui est utilisé dans la production de pain. Je ne sais pas si vous avez mis. Je salue Canal 3, on a fait un travail sur ça avec Eric Gadelo, vous dites tout le mal qu'il y a dedans. On a fait une émission, c'est passé sur Canal 3. Il y a des pains qui sont très bien gonflés. Non, mais en réalité, c'est interrogé. Il faut s'intéresser. D'accord. Alors, le sujet qui nous interpelle, c'est la période dans laquelle nous avançons progressivement. Oui. Les fêtes de fin d'année et autres, on sait que ce sont des périodes qui sont véritablement propices à la surenchère, on en a parlé, et puis à la mise en circulation des produits avariés. Le terme est choisi, voilà. Alors, quel rôle, en tout cas, est-ce que vous agissez sur ce point? Nous agissons. Et quand vous m'avez adressé l'invitation, j'ai amené ce document-là. C'est ce que nous faisons parfois. Il y a la loi 2007-21 du 16 octobre. Avec les articles, nous essayons d'attirer l'attention de ces responsables de supermarchés, hypermarchés ou autres sur certains articles. La traçabilité, comment dire, l'emballage, tout ce qu'il faut faire. Non, pour pas aller dans un magasin pour aller dire, bon, quel est ce produit? Non. Il y a des actions discrètes qui se font. Moi, je me rends dans des magasins. Pas pour m'habiller. Vous êtes manière commune. Votre visage est connu. Vraiment, vous venez, on va pour vous servir ce qui est réel. Je suis entièrement d'accord avec. Ah oui, c'est vraiment maintenant, il faut faire attention. Oui. Bon, parfois, on envoie certains collaborateurs, mais allez vérifier. Il faut acheter, ou bien vous faites semblant, je veux acheter tel produit, mais je fais semblant de parcourir les rayons d'abord pour voir si vous constatez. Informez-moi. J'informe les responsables de la direction du commerce qui s'occupent de ce volet. Parce que même parfois ceux du ministère du commerce, pour certaines descentes, mais ils sont pris à partie avec les responsables de ces boutiques-là. Qui êtes-vous? On les injurie. Parfois, c'est la bagarre. Alors qu'eux, ils sont investis du pouvoir d'État. Nous, là, en tant que simple association, là, nous devons faire attention. Donc, c'est pour dire que ces démarches-là se font régulièrement. Ce que le document que j'ai ici, c'est pour 2018, où j'ai informé presque plusieurs boutiques, hypermarchés, supermarchés, pour dire attention, nous allons faire des descentes inopinées, il y aura des contrôles. Donc, déjà,
Ça alerte et ça montre aux gens, si nous ne faisons pas attention par rapport aux produits que nous avons dans les rayons, ça peut nous coûter, ça peut amener des ennuis. Donc nous faisons ce travail indépendamment de ça. Il y a des descentes inopinées où on informe personne, on va vérifier. Mais il faut dire, M. Adanidjan, que le terrain, les marchés sont inondés par les produits impropres à la consommation. Parce que la liesse déjà qu'on sent qui annonce les fêtes, tout le monde veut aller au marché. Et j'ai l'habitude de leur dire, ce n'est pas parce que vous avez un sac de 100 francs arrivé au marché, le sac est rempli, vous rentrez à la maison, vous dites, j'ai fait de bonnes affaires, je suis désolé. Non, les bonnes affaires, il faut faire très attention parce que c'est pourquoi nous disons aux commerçants, il faut avoir la crainte de Dieu. Dans la consommation, oui, il faut avoir la crainte de Dieu. Les crimes économiques sont imprescriptibles. Vous comprenez? Parce que dans la vente, il y a les DLC, délai limite de vente. Il y a DDM, date de durabilité minimale. Vous comprenez? Il y a les DLV, date de limite de vente. Il y a les DLO, date de limite d'utilisation optimale. Il y a tout ça là. Lorsque le commerçant sait, 31 décembre 2024, ce produit-là, on ne peut plus le consommer. Il réduit le prix. Les gens achètent. Si c'est un exemple, on vendait ça à 2000, dit bon, c'est à 800 francs. Bonnes affaires, bonnes affaires. Et on se relâche, on achète pensant qu'au-delà de 2024, on peut encore l'utiliser. Et nos bonnes dames, avec les importateurs aussi, dans ça, parce qu'ils ont des produits où ils veulent liquider, s'en débarrasser. La bonne dame, les bonnes dames achètent. Faire de l'espace dans les magasins. Donc, elles pensent que si j'achète ça, c'est de bonnes affaires. Après les fêtes, je peux encore vendre, faire assez de bénéfices. Oubliant qu'à partir du 31 décembre 2024, que c'est fini, elle a ça sous les bras et elle va coûte chercher à s'en débarrasser elle aussi. Donc, sur les marchés, des produits qu'on a sortis pour les fêtes, qui datent de 2020, de 1980. Et l'autre chose aussi, nous disons, l'ANM doit descendre dans les marchés. Pourquoi? Parce que riz de 50 kg, riz de 25 kg, quand vous prenez ça là, le contenu là, il y a certains commerçants mal intentionnés. Et ils emmagasinent certains gros bras bien, certains collaborateurs, agents, dans des coins donnés où on réduit la quantité. Tu penses que vous achetez le sac, vous le pesez pas. Voilà. Donc peut-être vous avez acheté un sac de... Croyez avoir acheté un sac de riz de 25 kg, en réalité, il y a 23 dedans. Il y a 23 dedans, ainsi de suite. Donc, tout ça là, c'est de la supercherie. Et le consommateur doit être éveillé. Parce que quand on dit promotion, on dit liquidation. Avec ces mots-là, il faut vraiment faire attention parce que lorsque ça rentre dedans, regardez les jeunes aujourd'hui, les maladies qui pullulent, cancer, tel diabète, ainsi de suite, alors qu'avant, nos parents, pour entendre une maladie donnée là, c'est un certain âge qu'il faut avoir d'abord. Mais tout ce que nous ingurgitons là, ce que nous mangeons là, c'est pourquoi nous disons tout un aliment, soit un médicament. Qui prennent du poids et qui pensent que bon, c'est parce qu'ils vivent bien, c'est les gens, malheureusement, c'est parce qu'ils vivent mal. Alors, oui, Omar Salouf, vous êtes en plateau, vous êtes également en plateau avec nous, Landria Delacour, oui, à la suite donc de ce qu'il vient de nous exposer. Mettons des réactions. Oui, je crois qu'on est davantage étonné de voir que on n'est pas suffisamment prêt à faire la lutte ensemble. Je suis un peu gêné de voir que quand M. Metton a donné l'exemple de la marche contre les réseaux GSM et qu'on n'était pas présent. Oui, j'ai fait un peu le rapport avec une campagne qui s'est faite sur les réseaux sociaux où on réclamait 1 giga à 500 francs. J'ai vu les commentaires de nous-mêmes consommateurs pour décourager un peu l'initiative. C'est en cela qu'on est parfois naïf. On ne se rend pas compte que nous sommes en train d'aller sur un terrain glissant. Et là, je vais vous souhaiter du courage. Mais dans le même temps, il y a des questions que je me pose. Est-ce que vous travaillez en tandem avec le ministère de l'économie et le ministère du commerce? Quels sont vos rapports avec les autres associations sœurs de défense des consommateurs? En ce qui concerne l'État, une association de consommateurs ne peut pas fonctionner sans travailler avec les structures de l'État, que ce soit la SBE, la SONEB, et les ministères dans lesquels l'environnement, ainsi de suite. Parce que lorsque nous avons des informations, les consommateurs nous saisissent, il y a des choses à régler. Ces responsables ont le pouvoir d'agir et de sanctionner. L'association ne peut pas sanctionner.
elle peut rester en justice et il faut encore des conseils. Et quand on dit pas de conseils, M. Adel a commencé quelque chose pour plaider devant et puis avoir gain de cause si possible. Vous comprenez? Donc nous travaillons avec les structures étatiques. Lorsque nous avons des informations relevant de tel secteur, on sait qu'il faut saisir tel ministère, tel responsable, vous appelez l'autorité, vous appelez le responsable, vous dites ah, il y a tel problème dans tel domaine, soit vous écrivez pour qu'il y ait de traçabilité. Maintenant, c'est aux autres. Parfois, bon, on ne les interpelle pas, mais on les rappelle pour dire par rapport à tel dossier, est-ce que ça évolue? Parce que jusque-là, on dit oui. Vous connaissez la lenteur administrative, vous connaissez la lourdeur administrative. Quand vous entendez ces mots qui veulent, vous devez encore vous armer de patience et attendre que l'État réagisse. Les autres associations, oui, il y a des actions que nous faisons ensemble. Parce que lorsque vous êtes nombreux à faire des actions, ça apporte plus. Au lieu de rester seul dans votre coin pour dire, parfois, ça ne pèse pas. Donc, il arrive des moments où nous restons ensemble pour porter nos voix, pour dire aux gouvernants, aux responsables, attention, il y a problème ici, il faut réagir. Est-ce que vous n'êtes pas en concurrence? Est-ce que vous n'êtes pas en concurrence entre vous? Non, Monsieur Christian, nous sommes en toute franchise ici. Non, en toute franchise. Oui. Pour ceux qui me connaissent et vous me connaissez, moi je parle avec franchise. Non? Nous ne sommes pas en concurrence. Pourquoi? Parce que parfois les gens disent ah, vous le faites. Je dis dans le même temps, on dit vous êtes nombreuses, vous les associations. Si on est nombreux et qu'il y a concurrence, c'est pour le bien du consommateur parce que chacun va faire en sorte pour que son association soit beaucoup plus représentative, ait de la place sur le terrain, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de concurrence, mais nous faisons l'effort d'être plus visible et d'être plus proche des consommateurs, M. Adalégien. Il ne vous arrive pas de vous marcher dessus sur le même problème quand il s'agit avec les 15 années déjà dans ce domaine-là, je n'ai pas encore vu un domaine bien, un sujet abordé par tel est venu par derrière pour dire non, moi je suis dans tel sens, non. Pour le moment, non. Je ne sais pas si ça va arriver demain, mais jusque-là, on n'en parle. Je n'ai pas encore connu de tel cas avec mes collègues avec qui je travaille très souvent. Oui, je pense que j'ai également suivi, comme mon collègue, le développement que vous avez fait. Et ce que moi je constate, c'est que quand on prend notre société, ce n'est pas propre, nous l'avons dit tout à l'heure, aux associations de consommateurs. La question de l'engagement, il faudrait qu'on soit réaliste, qu'on comprenne que les citoyens béninois adorent les luttes par procuration. C'est ce que j'ai dit. Il est assis, il vous suit à la télé, il vous applaudit, il vous dit du courage, il ne veut pas savoir comment vous réglez vos factures. Ce n'est pas son souci à lui. Et le jour où vous ne faites rien, c'est lui qui vous appelle, vous écrit, mais vous on ne vous entend plus. À moi, on me dit ça, c'est quoi? Tu es dans le pays, on ne t'entend plus là. C'est ça. Quand il se passe, mais tu es de l'autre côté. Oui, c'est la réalité. On vous le dira. Et ce que moi je voudrais savoir, est-ce qu'en dehors des questions de consommation qui nous lient de façon générale tous les citoyens béninois, est-ce qu'en dehors de Cotonou, il y a des actions que vous menez par exemple à l'intérieur du pays pour que nos concitoyens qui sont un peu loin de Cotonou ne se sentent pas délaissés par vos actions? Bien sûr, oui, non. Moi, j'ai des gens à Lokossa et à Parakou aussi. Et pour certaines informations, certaines luttes, certaines sensibilisations à faire, on dit bon, voilà la conduite à tenir, il faut descendre comme la formation qu'on a eu à faire pour peut-être les bonnes dames qui vendent au bord des voies dans certaines régions pour dire ce que vous faites d'abord c'est dangereux. Le pain, là, les conditions dans lesquelles le pain est produit, ce n'est pas bon, on n'est pas d'accord. Maintenant voilà que vous exposez ça encore aux intempéries, essayez de le protéger un peu tout au moins. Donc il y a la sensibilisation qui se fait à l'intérieur du pays et au nord aussi, pour amener les consommateurs à se sentir impliqués dans ce que nous faisons. Il est vrai que c'est Cotonou qui prend tout, la majorité, mais nous ne cessons pas de descendre parfois pour mener des actions comme s'il le faut. Seulement que l'action, ce n'est pas ce qui manque. La volonté, ce n'est pas ce qui manque. Maintenant, là, les moyens, là, c'est ça qui fait défaut parfois. On a de bons projets, mais faute de moyens, bon, on regarde, on se dit avec le temps, nous allons faire ce que nous pouvons avec les moyens que nous avons. Vous voulez sur son propre? Oui. Est-ce que vous avez le fond d'ailleurs? Non, rien. Rien. Est-ce qu'il vous arrive, je suppose, il vous arrive de recevoir des plaintes des consommateurs et comment est-ce que vous arrivez à être, bon, peut-être l'interface entre le pouvoir et les consommateurs pour la résolution du problème? Pour la résolution du problème, comme je l'ai dit à M. Omar, c'est ça, non? Tout à l'heure, quand le consommateur nous saisit, si c'est un problème relevant des GSM, il y a l'ARCEP, ainsi de suite, on va
On écrit au ministère, les responsables chargés des différents secteurs impliquant le problème dont tu as parlé, le consommateur. Maintenant, on essaie d'avoir le retour parce que parfois les gens se disent, ah, c'est vous qui avez les contacts. Hein. Nous, on a effectivement les contacts à travers les séminaires, les ateliers, les sollicitations pour dire s'il y a tel problème, on sollicite. Maintenant, si le problème est réglé ou bien s'il y a des démarches que le consommateur doit faire, il y a une procédure enclenchée, on informe le consommateur. Mais parfois, le problème est là, mais avoir la preuve. Monsieur Adela, c'est compliqué. Comment voler mon crédit? Comment dire là, j'ai acheté crédit de SB là, la manière dont c'est arrivé, je n'ai rien utilisé, tout ça là. Maintenant, avoir la preuve maintenant pour dire attention, ça s'est passé tel jour à telle heure, voilà les preuves, c'est toujours compliqué. Donc, si vous n'avez pas les preuves, c'est difficile. Vous savez que vous avez raison, mais sans les preuves, on ne peut pas. Sur quoi on va tabler pour dire vous avez raison, voilà comment on va vous démontrer. Donc, voilà les difficultés que les consommateurs ont quand ils nous saisissent par rapport à un certain nombre de problèmes et parfois le dossier est là, faute de preuves. C'est comme par exemple vous souscrivez à une police d'abonnement à SBE. C'est dit quand vous payez 10 jours après, quand on ne vous installe pas votre compteur, chaque jour de retard, il y a un pourcentage que la SBE doit vous remettre. Et l'AREA a sorti un document pour ça. Mais combien de consommateurs savent que si je paye et que 10 jours, 15 jours après, on ne veut pas me poser mon compteur, si c'est 100 000, je dois verser à la caisse, il faut que je verse 95 000, 98 parce que là, maintenant, la SBE doit me retrausser parce que c'est dit, si le matériel n'existe pas, ne prenez pas l'argent. Oui. Est-ce que ce n'est pas aussi votre mission de vulgariser ces tests-là? Monsieur Christian, porter à la connaissance. Merci, monsieur Christian Danedjan. J'ai toujours dit, je ne vais jamais cesser de le dire, la politique. Vous voyez les milliards qu'on alloue aux partis politiques. Et quand vous prenez un parti politique, il y a les députés, la représentation nationale est payée, tout ça là. Donc, c'est d'abord qui doit faire en sorte que la vulgarisation soit une réalité. Il y a trop de documents, trop de lois. Quand je prends l'arrêt, par exemple, ce que je vous ai dit sur le compteur, ou quand vous saisissez pour un problème là, on doit intervenir. Si l'agence qui doit venir régler le problème n'est pas dans votre zone, 24 heures après, si elle ne vient pas, c'est problème, vous avez. Donc, il y a la vulgarisation qui pose problème. Mais nous pensons que nous faisons déjà la vulgarisation avec les moyens que nous avons. Parce que, je dis et je répète, quand vous prenez un parti politique, il y a député, il y a ministre, il y a maire, il y a conseiller, il y a tout ça là. Chef de village. Et ils sont payés, bien rémunérés. Et en plus de tout ça, on leur alloue encore de l'argent pour faire ce travail. Nous, on nous alloue quoi? Rien. Vous comprenez? Donc, quand vous m'avez donné l'occasion maintenant, je viens de vous dire ça, que le consommateur, lorsque vous souscrivez à une police d'assurance à la SBE, vous payez 10 jours, 15 jours après la ouvrable, quand on ne vient pas poser le compteur, si c'est ça, vous devez payer, vous allez payer après, on doit vous rétrocéder de l'argent, c'est de votre droit. Mais ils ne savent pas, mais on continue de pleurer, on va suppléer le chef d'agence, je n'ai pas reçu. Donc voilà autant de problèmes que les consommateurs ont. Donnez-nous des occasions, des plateaux, nous allons en parler. Vous en avez des... Je voudrais un peu réagir à tout ce que M. Metton vient de dire. C'est pertinent et puis bon, on est un peu dessus de savoir en fait qui ne dispose pas réellement de moyens. Je pense que peut-être c'est le lieu peut-être de demander à l'État peut-être si des actions peuvent pas être menées en fait pour accorder également peut-être des subventions parce que je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui reçoivent des subventions. Et je crois qu'une association de consommateurs, c'est des gens quand même qui font un travail quand même assez intéressant pour le peuple. Je pense que peut-être c'est le moment de penser peut-être avoir la possibilité de leur accorder également des subventions. Mais ce que je voudrais dire par rapport à tout ce que Metton vient de dire, M. Metton vient de dire en fait par rapport à la disponibilité de moyens pour agir, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes aujourd'hui se trouvent sur les réseaux sociaux. Et je me dis qu'il faut commencer à loyer de ce côté-là. Créer une page Facebook simplement et passer des informations là-dessus. Je prends quelque chose de vague, hein, comme le sujet dont nous sommes en train de parler ce matin. Vous écrivez simplement comportement à adopter en période des fêtes. N'achetez pas chère population, premier tiret, n'achetez pas des boissons exposées au soleil. N'achetez pas des viandes qui sont exposées dans des plateaux et sur le soleil. Vous voyez, c'est des informations assez simples, sous forme de 10 tirets déjà. Vous avez déjà que nous portons. Voilà. Il y a certains qui sont sources de problèmes. Voilà, c'est ça. C'est que nous portons. Vous voyez. Et à cette période maintenant, là, il y en a tellement. C'est 2000 francs la pièce, voilà, 1500 la pièce. C'est ça. Tout ça là, c'est source de problèmes. Donc, vous voyez, avec simplement une page Facebook, 10 tirets déjà pour la journée d'aujourd'hui,
vous avez déjà fait Quand on vient pour insulter, les gens ne consultent pas. la population. Et l'autre chose également, c'est en soulignant en fait qu'en dehors des réseaux sociaux dont je parlais tout à l'heure, il y a également les affiches. C'est-à-dire prendre rendez-vous chez Canal, peut-être ça peut coûter un peu cher, aller à l'ORTV ça peut coûter un peu cher. On verra comment. Mais je me dis peut-être, voilà, je sais que vous allez y veiller, peut-être voir comment négocier avec eux. Mais faire des affiches par exemple, simplement coller ces affiches-là au niveau de certains supermarchés par exemple, à chaque client, regardez toujours les dates de péremption avant d'acheter vos produits, faites ci, faites ça, et l'affiche est là, puisque vous allez négocier avec les responsables du supermarché, vous mettez là, personne ne va décoller. Je crois déjà que c'est des moyens de sensibilisation qui ne coûteront pas très très cher, mais qui facilitent. Parfois, vous allez sur certaines chaînes pour parler, dans le briefing, on vous dit, vous voulez aborder tel domaine, n'allez pas là, parce que nous sommes en partenariat, nous sommes en contrat. Si vous allez là maintenant, on va nous couper notre contrat, on va nous couper notre partenariat. Bon, je n'ai pas encore eu le cas avec Canal 3, c'est ça. Je n'ai pas encore eu le cas, il faut le dire. Mais sur certaines chaînes, surtout de radio, quand vous faites des émissions, c'est ce qu'on vous dit parfois là. Vous êtes encadré, vous êtes canalisé. Vous avez envie de parler, mais on vous dit attention, si tu veux qu'on t'invite encore demain là, il faut parler là, parce que c'est ça qui permet à la maison de vivre. Alors dans tout ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est pour ça peut-être qu'il faut privilégier d'autres moyens de communication. Les contourner plus de moyens formels. Voilà, c'est ça, c'est important. Il semble que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts parce que, regardez, lorsque vous avez même privilégié les autres moyens de communication, il faut le faire. Nous, on est le présent, on lit, on partage. Et vous allez voir que vous n'aurez pas assez d'interaction. Mais très tôt, attendez qu'il y ait une histoire de jupon ou de culotte. Voilà, ça prend. Hier nuit, vous voyez, ce soir on est là, mais hier nuit, moi, on m'avait invité pour entretenir les gens sur les actualités dans notre pays. Il y a 3 sujets, je ne vais pas les mentionner. Nous avons discuté sur TikTok Live de 20h jusqu'à 0h30 pour parler de tout ça, les gens de la diaspora et tout. Nous étions une centaine. Au même moment, hier nuit, à 21h, il y a une compatriote qui avait programmé un live pour parler d'une question de pourquoi est-ce qu'elle était avec tel homme, elle a quitté l'homme pour autrui. Mais là-bas, je vous jure, et on était là quand quelqu'un est venu nous dire, vous savez, on est en train de parler du pays ici, ça n'intéresse même pas la jeunesse, et que de l'autre côté, il y a 20 000 personnes en ligne. Donc la question dont vous parlez aujourd'hui, c'est les tissus, notre santé, les questions de sécurité sanitaire. Vous allez voir après, vous aurez certaines très bonnes. Mais que faut-il faire pour changer un peu la donne? Déjà bon de lancer quelque chose dans ce sens. Oui. Donc pour changer la donne, je ne sais pas si il faut lancer avec les problèmes à parler et attirer l'attention des gens. Lorsqu'on va venir maintenant, vous venez maintenant avec votre préoccupation. Vous remettez le visuel, vous mettez votre communication. Beaucoup vont se dire. Ce que je voudrais dire, c'est plus les questions liées au sexe et autres ont toujours intéressé les gens. Vous voyez, quand vous parlez de sexe, vous pouvez avoir 2 millions de vues. C'est quand vous venez avec une question sérieuse, difficilement vous avez 20 vues. Mais cela ne doit pas en fait décourager. Voilà, c'est des choses, ça ne doit pas décourager celui qui a une mission à atteindre. Parce que ceux qui sont intéressés, voilà, ceux qui sont intéressés viendront toujours rechercher l'information. Ceux qui sont intéressés viendront rechercher l'information. C'est ça. Dans cette période, qu'est-ce que vous avez comme plan d'action pour cette période des fêtes dans nos marchés? Dans nos marchés, pour cette période des fêtes, d'abord, on a ciblé Wando, parce que c'est un marché qui s'anime bien, Coco Kodji et le marché de... Bon, moi je suis souvent à Lokossa parce que j'ai quelques ramifications à Lokossa. C'est pour descendre, pour demander aux gens ces informations. Ce que vous vendez là, et que c'est périmé, c'est avarié là, attention, si quelqu'un d'autre vient acheter, il mange, il va tomber malade. Votre enfant là peut aussi aller acheter chez quelqu'un d'autre, manger, tomber malade. Donc ayez la crainte de Dieu, même si vous voyez que vous allez perdre de l'argent. Perdre de l'argent, c'est mieux que de chercher là. On dit non, attention. Maintenant, les produits n'ont pas de date de péremption, ainsi de suite. Monsieur Adanlénian, les gens effacent tout ça. Réécrivent, bien prennent un autre emballage, transvase. Parce que quand il y a des sacs, quand vous les voyez, on se dit a priori, ça là, le produit là, le contenu là, ce n'est pas bon parce que peut-être ça a vieilli entre temps. Mais on prend un emballage neuf, joli. Dit alors, on a amené ça il n'y a pas longtemps. Et on trompe les consommateurs. Donc, quel que soit notre niveau de vigilance, c'est toujours compliqué parce que quand tu vois la date de péremption qui est effacée, on a posé une autre date propre, clean.
tu vois que non, c'est en 2026. Ils sont ingénieux. Ils sont ingénieux, ils n'ont pas d'ingéniosité. Donc, nous leur demandons de redoubler de vigilance et surtout les conserves, il faut s'en méfier. Ce n'est pas forcément aller acheter les sucreries dont vous avez parlé, on rentre à la maison, c'est moins cher, on débat, vilain on doit fêter, vilain ne me préoccupez pas la fête. Oubliez que 1 an, 2 ans après, rendez-vous pour les analyses médicales, rendez-vous chez le docteur, rendez-vous à la pharmacie. Donc, chère population, chers consommateurs, si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans ces réunions où il y a un peu, je ne dis pas tout, parce que parfois même, on va acheter au marché et on amène ça là-bas, que ça soit pharmacie ou autre là. On va dire pharmacie, on non, ça on a quitté là-bas pour amener ça à la pharmacie. Il y a aussi la conservation. Quand je prends un produit, vous savez, le 31 décembre, bon, ça va périmer que les conditions dans lesquelles je dois conserver ça, je ne les conserve pas dans ces conditions. C'est encore un autre problème, parce que c'est mentionné. Quel degré, vous ne le faites pas. Donc, à ce niveau aussi, il y a problème. Contentons-nous de ce qu'il y a chez nous. Mais ce qu'il y a chez nous, est-ce que ça a reçu l'autorisation nécessaire, la DANA, ABSA et autres? Parce que c'est une question de vie, c'est votre propre santé. Quand vous allez tomber malade, si le gouvernement n'est pas encore prêt, bien le plateau technique n'est pas encore prêt, vous devez faire en sorte que vous soyez vous-même d'abord. Donc c'est vous qui souffrez. Donc je nous demande la vigilance. Donc c'est les actions que nous avons prévues, surtout la sensibilisation, parce en direction des consommateurs et des commerçants aussi, parce que le commerçant, lui, dans sa tête, c'est la période où vous faites de bons profits, période de bonnes affaires. Le ministère est informé, non? Le ministère informé, le ministère aussi doit programmer. C'est-à-dire, l'ANM, on invite aussi l'ANM à descendre parce que sa descente est dissuasive. Quand elle descend, dit, ah, ANM Diarème, comme quelqu'un l'a dit, ah, on vérifie le poids du riz, est-ce que c'est vraiment 50 kilos? Vous êtes là, l'ANM descend, dit, ah, mais vous avez acheté combien? Venez, déposez, on va voir si c'est bon. 2, 3 endroits, rapidement là, ça suffit. Et les gens vont cesser maintenant déjà sur le terrain. En fait, le ministère n'a pas besoin d'être partout. C'est-à-dire quelques actions. Et puis le reste, essentiel. Et puis l'essentiel est déjà fait. C'est fini. La peur du gendarme. Voilà. Merci. Peut-être demander aux populations d'être vraiment très prudentes en cette période de fête parce que vraiment, il y a vraiment de quoi avoir peur avec tout ce qu'on attend et tout ce qu'on voit. Vraiment. Merci à vous, Monsieur Ambroise Maotonji. Vous êtes économiste. Merci bien. Monsieur Herman Metton, merci beaucoup, président de l'association Bénin Conso et Droits de l'Homme. Parlant de droits de l'homme, nous avons également un spécialiste qui est avec nous, fidèle de ce plateau, Landria Delacon. Merci de votre présence et merci à notre éditorialiste Omar Salouf. Merci à toute l'équipe technique conduite de main de maître par Augustin Villécon. On dit merci à Moufid Sabouran, Jocelyn Barriga et à tous ceux-là qui nous accompagnent dans la réalisation et la diffusion de cette émission et à vous également, chers fidèles téléspectateurs du Grand Rendez-vous. Merci. On n'oublie pas notre photographe plateau, Ange Niakaga, et un autre qui nous accompagne dans la préparation de cette émission, Armand Danou. Merci à chacun et à tous. Bonsoir chez vous.